Nous sommes déjà en direct des studios Lignon Wunjimbi. Présentement, j'ai organisé l'interview. Votre humble serviteur gardien du temple a organisé une interview. Il va recevoir un grand homme que moi-même je ne peux pas commenter. Lui-même est avec moi sur le plateau. Il va se présenter. Bonjour. L'honorable monsieur, son excellence, chef de groupement. Bonjour. Bonjour Robin, bonjour. Vous pouvez vous présenter encore une fois, la deuxième fois. Oui, je m'appelle Albert Mwanda, chef de groupement de Anakanjim Kachuru, Mukale Mulolo, dans le secteur de Kalunga, territoire de Luisa, province du Kasaï central, RDC. D'accord, merci. Sur le plateau, j'ai organisé une question, mais avant de parler de cette question-là, nous allons d'abord faire cette question, c'est quoi? Sur la situation d'une pluie diluvienne qui s'était abattue entre la nuit du vendredi 6 à samedi 7 octobre 2023 au village Mwanda Monji, dans le groupement des Anakanjimbi Kachuru, secteur de Kalunga, territoire de Luisa. Cette tempête qui a sur son passage emporté toute la charpente de l'Institut Kasekeli, détruit les murs de l'église et endommagé plusieurs maisons d'habitation de la population qui ne sait pas à quel soin se vouer. Pendant cette période pluvieuse et surtout, les enfants et leurs enseignants en détresse et qui ne savent pas où s'abriter pour continuer les enseignements. D'abord, avant d'aborder cette question, quel est votre état de la santé de votre groupement? Ah oui, bon, c'est selon ce que vous avez commenté. Je ne cesse d'abord de vous remercier parce que vous vous êtes attelé sur un processus qui puisse nous amener au développement communautaire. Vous vous êtes sacrifié bénévolement sur cet acte pour que vous puissiez planifier la situation, élargir les informations, diffuser, faire par tous les moyens pour que ça puisse être à la portée de tout le monde. Présentement ici, je suis à Mwanda Monji depuis samedi 7 octobre 2023. Nous sommes allés remplir des tâches journalières quelque part. Et alors aux après-midi, vers 17h, c'était samedi, nous avons vu le ciel qui s'obscurcissait. Nous avons vu les nuages qui devenaient de plus en plus sombres, l'atmosphère qui causait de la panique. Nous sommes sortis en hâte pour ne pas être surpris par la pluie. Arrivé à la maison, et c'était déjà aux heures de la soirée, une pluie s'est abattue sur le village de Mwanda Monji. C'était une pluie diluvienne, tornade, une tempête très violente. Moi-même, je peux vous dire que depuis ma naissance, je n'ai jamais vécu cette pluie-là. Alors, je ne croyais pas que, après cette pluie, il pouvait exister une maison sur tout l'espace de Mwanda Monji, Mpikambouy et les villages environnants. D'abord, je me demandais si réellement tous les groupements pouvaient survivre. À Mukale Mulolo, à Mbuyakanga, à Sanji, toutes les toitures des maisons pouvaient être emportées par la tempête. Donc la pluie a duré presque 2 heures avec la violente tempête. Donc le vent très violent qui a cassé les arbres, qui déracinait les arbres, qui a emporté des toitures des maisons en chaume, des maisons en tôle. Nous comptons plus de 4 ou 5, 6 maisons en tôle emportées, y compris la toiture du bâtiment de salle de classe qui abrite les salles de classe de l'Institut Kasekeli. Toute la toiture emportée, les tôles déjà vraiment déchiquetées partout là. Les planches cassées, bon, c'était vraiment dommage. Alors, après la pluie, nous avons compté une quarantaine ou une cinquantaine de maisons en chaume détruites complètement.
Et il faut voir combien les familles sont en train de vivre en détresse, sans abri. Bon, il y a déjà une débandade totale. D'autres ont émigré vers les villages là où ils peuvent trouver l'abri, dans des familles. Bon, à partir de ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation de calvaire. Le village vraiment paniqué, les gens sont en train de vivre d'une façon là naturelle. Bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire. Alors, oui, et dans ce sens-là que nous avons demandé l'aide humanitaire pour qu'on puisse nous assister par tous les moyens afin qu'on puisse rétablir, surtout en commençant par le bâtiment de salle de classe de l'Institut Kassekeli. C'est là où on a commencé. Mais dans ce sens-là que vous m'avez posé la question, et l'atmosphère, la situation du village, surtout à Mwanda Monji, où il y a eu tant de dégâts matériels. Et Mwanda Monji. À Pikamboui, il n'y en a pas eu tellement. On a seulement... À Kajidi aussi à également. Kajidi, oui, on a pointé sur Kajidi. Il y a eu des maisons emportées en tôle. Et à Mwanda Monji, il y en a eu aussi 2 emportées, plus... non, à Mwanda Monji, c'est... Oui, c'est 2. La maison de papa Kao et celle du défunt Samunkou, y compris la toiture de salle de classe de l'Institut Kassekeli. Et dans ce sens-là. Tout à fait, mon excellent chef, le numéro 1 du groupement des Ana Kanjimbi Kachuro. Vous, en tant que vous avez suivi cette réaction et ce que la tempête a emporté, bon, vous avez crié un SOS, c'est-à-dire le message que vous avez lancé aux autorités de la hiérarchie. Ils vous ont peut-être, les procédures est en train d'être résolues. Vous avez fait quelque chose, plaider pour que les bâtiments des maisons et autres puissent être vraiment, qu'on vous amène un peu l'aide en urgence pour couvrir ce qui a été détruit. Ça, c'est bien. Maintenant, localement, vous êtes le numéro 1 en tant que chef, le numéro 1. Vous, quand vous avez appris ça, bon, ça vous a résonné, ça vous amène à quoi? Parce que la tempête elle-même, là, il y a les uns qui incriminent, qui disent non, c'est les histoires de Kadoli, bon, et tout ça. Mais vous, en tant que le numéro 1, localement, qu'est-ce que vous nous en dites? Ah, merci de cela. Et parce qu'on ne peut pas incriminer la chose à quelqu'un. Nous sommes des humains ici en Afrique. Quand quelqu'un meurt, bon, effectivement, il y a la mort. Mais quand quelqu'un meurt, on impute toujours la mort à quelqu'un autre. On dit c'est la famille qui a tué, c'est lui-même qui s'est sacrifié. On a dit même s'il avait une maladie qui pouvait l'acheminer, même s'il avait une maladie qui pouvait l'achever. Bon, dans ce sens-là, mais les gens croient toujours que les maladies viennent de part et d'autre dans des familles et dans la population. Mais pour tout ce qui s'était passé ce samedi-là, c'est une catastrophe naturelle. Et parce qu'il y a des vents qui se produisent chaque année, mais celle-ci était, bon, cette tempête était très violente qu'elle a fait passer. Bon, je me souviens en 2008. 2008, oui, effectivement. Je me souviens en 2008. Il y a eu aussi cette catastrophe qui a frappé détruit, en bas là. Oui, même là chez nous, à Mkalemoulolo, cette catastrophe a emporté plus de 15 maisons en tôle. Bon, c'était 15 ou 16 maisons en tôle comme ça. Je me souviens, c'était en 2008. Bon, maintenant, ça s'est produit pour cette année. Il y a déjà tant d'années passées, 14 ans ou 15 ans. Bon, passé, oui, ça va, c'est naturel. On dit que c'est naturel. Même ceux qui croient que c'est provoqué, mais moi, je ne crois pas. Parce qu'avant cela, on nous racontait qu'en Chine, il y a eu une violente tempête qui a aussi acheminé, qui a emporté des âmes, qui a causé des morts. Et là, qui a causé ça? Bon, on ne peut pas croire à cela, mais c'est une catastrophe naturelle qui se passe chaque année partout là, et c'est comme ça. Mais seulement, nous sommes en train d'encourager la population afin qu'elle puisse avoir des précautions, parce que ça nous amène maintenant à bien construire des maisons. Même si c'est une maison en chaume, il faut la construire. Donc on construit des murs, on met des pylônes avec des branches d'arbres qui valent la peine, des bambous, des lianes qui valent la peine, poser, lier, puis couvrir la maison d'une façon là solide afin que ça puisse résister à des violentes tempêtes. C'est comme ça. Est-ce que ça ne peut pas être aussi la faute à la population pendant qu'il
ils sont en train de couper les bois qui entourent des parcelles et d'autres environs. Ils sont en train de détruire l'environnement. Oui. Est-ce que ce ne sera pas encore le cas? Oui, en tout cas, nous pouvons aussi pointer sur ça. Et ça peut encore arriver parce que chaque fois, nous sommes en train d'instruire notre population de ne pas faire le déboisement. Parce que l'État a déjà donné l'ordre, il a déjà donné l'ordre de ne pas couper les bois, de ne pas déboiser. Parce qu'avec nos forêts, les arbres, ça nous protège pour le vent, ça nous protège pour les essences qui puissent produire de la pluie. Mais la population elle-même doit être à la base de cela. Parce qu'il s'adonne au déboisement. Là où il y avait des forêts, on détruit. Là où il y avait des arbres, on détruit d'une façon désordonnée. Et pourtant, on a déjà lancé la campagne de reboisement. Il faut reboiser. Donc, quand on reboise, nous sommes à l'abri. Il y a même des maisons qui étaient sauvées à cause des arbres qui sont aux alentours, qui pouvaient freiner le vent. Et il n'y a pas eu des incidents. Il n'y en a pas eu. Maintenant, avec cette population-là, nous continuons à leur dire de ne pas continuer à déboiser. La faute peut aussi venir de la population qui n'a pas d'oreille pour comprendre et qui continue à déboiser pour causer toujours des défaites à la population. Et vous avez dit la réalité, c'est comme ça. En tout cas, oui, bon, si je comprends bien, il y a des messages de sensibilisation. Vous dites à la population de ne pas déboiser, de ne pas couper des arbres parce que l'environnement ou la pollution, l'environnement est en train de dégrader et cela, ça peut encore provoquer à des troubles comme ça a passé, comme les catastrophes naturelles nous a surpris. En tout cas, ça c'est bon. Maintenant, à part ça, changeons le chapitre, le numéro 1. Comment se comporte votre groupement au niveau de l'économie? Je vois, j'ai fait le micro-baladeur au marché là. Un méga de maïs qui coûtait par exemple 6 000 francs. Est-ce que ce n'est pas contraire aussi à Louisa et à Kananga, on dit un méga coûte 4 000, 3 000 par exemple? Voilà les problèmes qui déchirent ma tête jour et nuit. Je suis en train de m'étonner pour notre pauvre population. Ils sont à court d'argent. Vous savez, chaque fois, moi j'ai toujours eu l'audace de prêcher cette idée à la population. Je leur ai toujours dit de faire des champs, de semer le maïs, de s'atteler à la culture ou à l'agriculture. C'est ça la priorité des priorités. Nous ne pouvons pas attendre que les gens, les mêmes gens qui vont faire des champs, puissent aller semer des maïs pour nous. Nous sommes à la maison bras croisés, en attendant leur récolte là pour qu'on puisse aller acheter. Alors, vous verrez que la production est minimum. Maintenant, l'état des besoins est maximum. Dans ce sens-là, nous ne tarderons pas à avoir une carence de maïs sur le marché. Et pourtant, le maïs, c'est la base d'alimentation pour ces derniers temps. Je suis en train de chercher par tous les moyens pour trouver ce qui fait que chaque année, ils puissent toujours avoir la hausse des prix des maïs. Bon, je me suis posé 1001 questions. Est-ce que ce n'est pas la population? Ou c'est la population qui est paresseuse, qui ne cultive pas? Ou bien, ce sont ceux-là qui viennent acheter et qui depuis les greniers, bon, en un clin d'œil, nous restons sans réserve. Bon, et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai trouvé qu'il y a des indices qui nous frappent. Un, la population s'attelle. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez, le village est silencieux. C'est presque tout le monde qui est parti au champ pour aller semer du maïs. Chacun a un champ de maïs. Il y a ceux qui ont 1 hectare, d'autres ont 2 hectares, d'autres ont des demi-hectares, d'autres ont 50 carrés. Partout, c'est chaque maison, dans chaque ménage, on a cultivé, on a semé. Maintenant, quand il s'agira des récoltes, nous aurons des récoltes. Et en un clin d'œil, les récoltes vont diminuer. Et ceux qui vont rester avec des réserves dans leur dépôt vont hausser les prix au point que le marché devient vraiment très minimum au niveau du marché. Bon, en ce qui concerne les denrées alimentaires à maïs. Bon, j'ai appris qu'à Kananga, le méga de maïs revenait à 4 000 francs. Maintenant, je ne sais pas si c'est 5 000 francs. Pendant qu'ici, au village où on produit du maïs, nous achetons à 5 000 francs. Et je suis surpris de m'apprendre que le méga de maïs coûte déjà 6 000 francs. Je suis surpris. Bon, dans ce sens-là, nous sommes encore au mois d'octobre. Bon, les maïs,
nous devons les récolter à partir du mois de janvier, ce qu'on a planté pour aujourd'hui. Mais, comment on va survivre pour le mois de novembre et le mois de décembre pendant que le maïs se revient déjà à 6 000 francs? Ce qui fait que au bout du mois de novembre ou tout au début du mois de décembre, on ne tardera pas à acheter les mégas de maïs à 10 000 francs. Ce qui n'est pas vraiment normal ici au village. Vous, en tant que le numéro 1, quelles sont les stratégies de mesures à laquelle que vous avez arrêté, que vous prenez pour un peu arrêter cette hémorragie que le maïs est en train d'augmenter le prix? Peut-être vous êtes le numéro 1, bien placé pour ça. Quelles sont les stratégies que vous proposez? Oui. Une question se pose parce que chaque fois, il faut toujours dire à la population de cesser cette pratique-là. Mais cette même population est à court d'argent. Vous savez, quand quelqu'un a son grenier, il apprend que dans tous les villages, oui, on a déjà dépouillé tous les greniers. Il apprend que dans tous les villages, il n'y a que moi, il n'y a que lui, il n'y a que tel. Nous sommes restés avec des maïs. Et au même moment, vous voyez l'afflux des gens qui viennent chercher des maïs. Vous allez entendre, vous allez être informé par le que les mégas de maïs reviennent déjà à 6 000 francs. Donc, et que sur terrain, dans des villages, il n'existe plus le marché. Vous voyez les gens se retirer, fermer leurs greniers pour attendre au moment où le maïs va atteindre le prix de 10 000 francs, qu'ils puissent maintenant ouvrir leurs greniers pour acheter, pour vendre à un prix exorbitant. Et là, il va faire les calculs. Voilà, j'aurai tant, j'aurai telle somme d'argent. Quand je vais vendre un méga de maïs à tel, j'aurai autant. Et c'est ça. Il va maintenant compter sur lui-même pour avoir le capital et qui va l'aider à ses besoins, à ses propres fins, oui. Tout ça là pour terminer certains besoins. Dans ce sens-là. Bon, maintenant, quand on leur dira de vendre les maïs à tel prix, donc ils ne sont pas prêts à accepter ça. Parce que nous sommes coutumiers. Je peux dire, je peux larguer, je peux donner l'ordre à ma population. Bon, il y a ceux qui peuvent accepter, obéir, mais il y a des incrédules qui vont faire des manigances, cacher, fermer les greniers pour ne pas les étaler. Alors au moment où ça va hausser des prix, c'est à ce moment-là qu'ils vont ouvrir les greniers et commencer maintenant à vendre. Donc notre population n'est pas prête à accepter ce qu'on leur dit parce que nous sommes coutumiers. Dans des milieux concentrés, là où il y a la force, là où il y a la justice, bon là du moins ça paye parce qu'on arrête les gens, on les cachote, on fait ceci, on fait cela, là ils peuvent craindre. Mais ici au village, quand nous sommes coutumiers, nous nous connaissons dans des familles, nous pouvons leur dire, bon, ils ne peuvent pas accepter parce qu'ils sont à court d'argent. C'est ça que je suis en train de me demander. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir le moyen de rabaisser, de réduire les prix des maïs? Bon, vraiment, c'est un peu très difficile pour notre population qui ne comprend pas. C'est vraiment très difficile. À moins qu'on essaie pour la première fois et voir les fruits qui vont se produire, hein, et là, on va s'atteler, on va s'y conformer. Bon, on va essayer de faire ça. Les fruits qui vont rapporter ce qu'on va faire là, d'accord, on va s'y conformer pour prendre d'autres méthodes. Oui, en tout cas, en vous écoutant, c'est très bien, mon numéro 1, d'expliquer la situation telle que vous le présentez, telle que ça se présente. Oui, néanmoins, je pense que nous sommes déjà à la fin de notre interview. Néanmoins, si vous avez d'autres préoccupations ou d'autres questions, ajoutez sur ce que j'avais préparé. Oui, merci beaucoup. En conclusion, je commence par le dernier point qu'on a débattu. Oui. J'ai oublié encore le point de signaler que nous sommes dans les groupements parce que quand je suis en train de parler, je parle pour le groupement des Anakanjim Kachou. Ce que moi j'ai remarqué est que nous sommes entourés par des groupements voisins qui n'ont pas la terre de culture ou qui ne produisent pas abondamment le maïs. Donc ce sont ceux-là, chaque jour et chaque nuit, ils viennent toujours se vautrer sur notre groupement pour acheter le maïs. Chaque jour, ils sont là pour acheter le maïs.
ce sont eux-mêmes qui ont à la base de faire hausser les prix de maïs. Et entre autres, le prix des maïs est vraiment à haut niveau parce que dans ces derniers temps, nous n'utilisons pas seulement les maïs pour manger. Non. Mais le maïs s'utilise pour la transformation de la boisson alcoolique. Et surtout ça. Vous voyez, sur 100%, 60% est utilisé pour la fabrication de la boisson alcoolique et 40% pour la consommation directe des foufous. Bon, voilà encore l'indice. Oui. Un des coordonnées qui peut entraîner vraiment la situation, la hausse des prix des maïs. Tout à fait, effectivement. Parce que nous produisons. Oui. Chaque fois, nous voyons toujours les villages voisins qui viennent acheter des maïs chaque jour pour aller fabriquer des boissons alcooliques. Bon, nous-mêmes, nous avons aussi des fabrications de la boisson alcoolique. Il y a ceux qui utilisent le maïs pour fabriquer la boisson alcoolique. Bon, quant à larguer des informations, quant à dire à la population, à notre pauvre population de ne pas faire ça, ils ne vont pas accepter parce que même la boisson alcoolique, après avoir fabriqué, on va étaler sur le marché, on va avoir de l'argent. Bon, on va avoir beaucoup d'argent. Et c'est cet argent-là qui nous donne le courage de réacheter encore les maïs, quel que soit le prix. Parce que celui qui fabrique la boisson alcoolique, quel que soit le prix de maïs, lui achète, il n'hésite pas. Parce qu'il croit que même quand je vais acheter à un prix exorbitant, je ne manquerai pas à avoir autant. Ils ne font jamais de pertes. Et ce sont ceux-là qui contribuent aussi à la hausse des prix de maïs. Bon, et encore, nous avons remarqué le système ici chez nous de mesurer le maïs sur une petite assiette en plastique là, oui, qui vaut presque communément appelé calon. Bon, oui, tout à fait. C'est-à-dire presque le double de méga ordinaire. Bon, on a déjà essayé d'arrêter ce système. Bon, les agronomes sont descendus faire des meetings, nous donnent des informations. Même les territoires, durant la dernière réunion qu'on avait tenue à Louséon, l'administrateur des territoires nous avait parlé d'arrêter ce système-là de mesures sur l'assiette en plastique-là. Parce que ça vaut presque le double des mégas ordinaires. La population ne comprend pas. Donc on leur dit, on est en train de les favoriser pour ne pas perdre. Mais eux sont en train de se ruiner eux-mêmes. Ils se causent du tort eux-mêmes en voulant seulement utiliser cette petite assiette-là en plastique comme mesure. Et pourtant, ça ne se faisait pas auparavant. Bon, c'est là où aussi il y a une défaite. Alors, on a programmé que prochainement, nous allons renforcer cette mesure pour que cette histoire puisse disparaître définitivement. Mais maintenant, ce que j'ai ajouté pour le point de denrées alimentaires comme le maïs, c'est seulement d'encourager la population de cultiver. Parce qu'avec la culture abondante, nous avons des récoltes abondantes. Là, le prix peut diminuer. Le prix hausse surtout quand nous avons carence de produits. C'est là où le prix va diminuer. Parce qu'on dit qu'Irard coûte cher. Oui, oui. Bon, quand nous avons beaucoup trop de maïs, le prix reste intact et identique. Quand nous avons peu de maïs, peu de produits, donc le produit va monter parce que la production est très rare. Bon, les prix vont monter. Bon, dans ce sens-là. En tout cas, c'est compris, mon Excellence honorable ou chef, le numéro 1 de l'entité de groupement des Ana Kanjimbi Kachuro. Je pense que vous étiez sur le plateau de l'Union Unjimbi avec John Mwanda, gardien du temple. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci John de m'avoir entendu. Je ne cesse d'implorer le céleste, créateur des cieux et de la terre, de vous donner la vie sauve, de vous couvrir avec sa grâce pour que vous puissiez prochainement continuer avec ce service parce que nous avons déjà pointé, et vous êtes la seule personne à nous aider dans ce domaine. Mais j'ajoute encore pour ce qui s'est passé là, n'eût été votre intervention. On ne devrait pas avoir cette aide qu'on appelle aujourd'hui aide humanitaire. C'est à partir de vous qui avez fait partout les moyens pour envoyer des messages partout là
il y a ceux qui ont eu pitié de nous, qui nous ont envoyé un petit rien pour qu'on puisse faire face à la couverture de notre bâtiment qui abrite les salles de classe à l'Institut Kasekeli. En tout cas, moi, c'est moi qui vous remercie davantage pour ce que vous avez fait, pour les efforts fournis. Parce que si vous n'étiez pas là, je pense qu'à ce moment, les élèves pouvaient en pâtir encore. Parce que je suis en train de voir les travaux démarrer. Je vois déjà un bruit là qui résonne, qui retentit là-bas, qui explique qu'on est en train de toller les bâtiments. C'est à partir de vos propres efforts. Merci mon chef, je vous remercie, mais la difficulté à laquelle je me trouve, ou je trouve dans mon service, quand peut-être parce que vous êtes le seul numéro 1 à donner le message correctement à la population que pendant s'il y a un événement, il y a un problème, Johnny Mwanda est là pour vous servir. Il est là, vous l'invitez, même chez vous en privé, pour vous faire entendre aux médias publics, aux médias, parce que ça c'est le média locaux ou local. On se fait entendre le voix partout ailleurs avec Gardien du Temple. Mais le travail que je suis en train de réaliser, je trouve un peu, il y a des sabotages envers moi, des critiques, ce que je fais comme si ce n'est pas bien, ce n'est pas... vous êtes en train de faire passer le temps inutilement en faisant filmer, en faisant des interviews, des débats comme ça. Mais selon moi, je vois que c'est le service qui va nous rendre nobles un jour. Oui, c'est comme ça, mais je vous demande d'être courageux. Parce que vous savez, dans la société que nous sommes, il ne manque pas ceux qui ont de la jalousie envers les autres, et surtout pour leur activité, leur succès. Bon, qui a interdit quelqu'un de faire aussi autant que vous? Qui a interdit? C'est lui qui peut aussi prendre son téléphone, c'est lui qui peut acheter son téléphone, c'est lui qui peut aussi s'atteler à des pareils services. Qui peut interdire quelqu'un de faire ce que vous êtes en train de faire? À moins que vous puissiez avoir fait des barrières. Si vous avez érigé une barrière pour que les gens ne puissent pas aussi faire autant que vous, là, du moins, ils ont raison. Mais si vous avez ouvert toutes les portes, toutes les barrières, pour qu'ils puissent aussi faire ça, bon, peu importe. Raison pour laquelle, vous voyez, quand nous sommes en train d'aller au champ tous, quelqu'un va au champ, il cultive, il a son maïs, il achète la moto. Mais il y a les jaloux qui vont avoir une dent contre celui qui a acheté la moto. Mais vous aussi, vous avez semé de maïs. Prenez aussi votre maïs là, vendez, achetez aussi la moto comme moi. Je ne vous ai pas interdit d'acheter la moto. Maintenant, n'eût été votre présence, qui pouvait se sacrifier pour faire ça, et qu'après vous êtes sacrifié, nous avons eu les résultats de cela. Bon, votre sacrifice, c'est ça qui a donné le résultat d'avoir des tôles. Si vous étiez comme eux, ceux qui sont en train de vous haïr là. Mais, bon, qu'adviendrait-il avec ce qui se passe? Donc nous devrions croiser les bras, rester comme ça, silencieux, et la toiture va se couvrir elle-même d'une façon miraculeuse. Donc ceux qui font ça, je suis en train de les décourager. Qu'ils cessent ça. Alors, à votre niveau, je vous encourage de boucher les oreilles et de ne pas les écouter. Merci mon chef. Okay. Je vous rappelle encore une fois que j'ai recevais au studio de l'Union Ujimbi le numéro 1 du groupement des Ana Kanjimbi Kachuru, Monsieur Mwanda Albert, qui était sur le plateau de Johnny Mwanda. À la prochaine.